tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Duo Politique version confinement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder différents points, mais avant cela, je vais vous présenter nos différents intervenants. Alors nous avons à nos côtés Matteo Gisalberti. Bonjour Matteo. Bonjour. Avec nous aujourd'hui Juan José Dorado. Bonjour. Buenas tardes. Ah, bah écoute, buenas tardes. Et puis, bien entendu, Stéphane Tiki, qui est à nos côtés aujourd'hui, notre fidèle chroniqueur politique. Donc, aujourd'hui, comme je disais, nous allons revenir brièvement, en fait, sur l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, hein, qui a lieu lundi soir, et cette allocution qui a été fortement attendue de toute la population française. Par la suite, nous allons évoquer les différentes mesures, en tout cas, les mesures les plus importantes qui sont sorties en fin de compte du Conseil des ministres mardi, pardon. Les mesures fortes, en tout cas, qui concernent le personnel soignant. Et puis, effectivement, dans un dernier temps, nous allons revenir aussi sur cette date qui a été annoncée par Emmanuel Macron. Et pourquoi nous l'abordons dans un dernier cas? Parce que nous allons nous intéresser aussi sur les dates de déconfinement prévues dans les autres pays en Europe. Alors, pour commencer, Matteo, je vais vous demander votre avis concernant un sondage Opinionway Square qui a été effectué donc il y a quelques jours, et ce sondage révèle que 62% des Français ont été convaincus par l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à peu près 2 tiers des Français. Est-ce que vous faites partie de ces 2 tiers des Français ou pas? Quel est votre sentiment? Je pense que les Français ont été convaincus en grande partie parce que ils avaient besoin d'avoir une ligne plus claire par rapport aux interventions du président de la République des fois précédentes. Déjà, on a donné un horizon temporaire d'un mois, donc on a un peu plus un chemin tracé d'ici le 11 mai, mais beaucoup de détails sont restés, je pense, volontairement non définis, non complètement définis, parce que on ne sait pas encore comment va se passer, notamment la rouverture des écoles. Et je pense que l'intervention du président de la République n'a pas enlevé une partie non négligeable de doute vis-à-vis de la possibilité de partir justement par les écoles pour commencer à déconfiner le pays. Cela parce que en déconfinant, en permettant de rouvrir les écoles, on permet sans doute aux parents d'aller travailler ou de travailler plus facilement en télétravail. Le problème, c'est que si les écoles ne peuvent pas fonctionner à 100% parce qu'on sait qu'il faut respecter les distances de sécurité entre même les enfants, il faudra vraisemblablement, mais ça c'est une opinion personnelle, soit faire des rotations, par exemple un jour certaines classes et un autre jour d'autres classes, ou même une partie des classes. Et donc, on revient plus ou moins au même, dans le sens que si on est à la maison et on doit garder les enfants et on doit travailler, parce qu'à ce moment-là, on sera déconfiné, donc il y aura plus d'excuses, entre guillemets, pour rester un peu moins actif, un peu moins réactif au sujet de travail. Ça va être un peu compliqué, et je pense que les employeurs ne sont pas toujours à l'écoute des exigences des salariés, même dans un contexte comme celui-ci, tout en sachant que les employeurs doivent effectivement maintenir la pérennité de leurs activités. Alors, effectivement, Juan José Dorado, vous, de votre côté, est-ce que vous avez la sensation que le fait que, en tout cas, ce résultat résulte peut-être que du fait que Emmanuel Macron s'est un peu plus attardé sur le fait qu'il y a eu des défaillances au sein du gouvernement. Maintenant, ce qui est très paradoxal, c'est que, comme l'a souligné Matteo juste avant, et c'est vrai que moi je l'ai lu aussi ailleurs, les Français ne sont pas forcément convaincus pour la suite de la politique du gouvernement, c'est ça. Et donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, sur l'intervention proprement dite, c'est certainement la meilleure qu'il a eue depuis le début du confinement. C'est la meilleure. Donc, je peux comprendre que 62% des Français soient convaincus par l'allocution
en soi aussi parce que quelque part, il a fait deux choses que jusqu'à là, il n'avait pas encore fait. C'est-à-dire que la première des choses, il a tout simplement reconnu qu'il y a eu des défaillances, des manquements, des problèmes logistiques. Et ça, il n'avait pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il a fixé un cap, il a donné une date, il a dit le 11 mai. Et ça, c'est important pour le français. Et pour terminer, vous dire tout simplement que donc ça justifie peut-être ces 62%, mais en même temps, vous avez deux sondages qui sont publiés, l'un par l'Institut IFOP qui dit qu'il n'y a que 43% des Français qui sont d'accord avec la politique du gouvernement, et l'autre par l'Institut ELAB qui dit qu'ils ne sont que 39. Donc vous voyez, ça reste oui. Mais sur l'ensemble de la politique menée jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement autour de cette pandémie, non, les Français ne sont pas encore convaincus. Stéphane Tiki, vous, de votre côté, lorsqu'effectivement il a annoncé cette date du 11 mai, on y reviendra un petit peu par la suite, en tout cas à la fin de ce numéro, vous, est-ce que vous avez la sensation que c'était une façon de rassurer les Français, justement, leur donner une ligne directrice, comme l'a précisé Mathéo précédemment, ou effectivement, pourquoi il n'a pas fait comme les autres fois, bon, alors voilà, ça sera reporté de 15 jours, pourquoi il a donné cette date du 11 mai, qui n'est pas encore précise. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que la parole du président de la République était inattendue, donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens l'ont suivi, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on ne savait plus où on habitait, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a entendu des choses de son contraire. Moi, j'ai beaucoup apprécié notamment le mea culpa du président, disant que voilà, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites et qui n'ont pas été faites. En revanche, il a été flou sur pas mal de choses. La question des dépistages, on ne sait toujours pas comment les gens pourront être dépistés. La question des tests, la question des masques. Il a dit que les masques avaient été commandés et qu'ils arriveraient dans 3 semaines. Quid de ceux qui sont là aujourd'hui et qui, pendant les 3 semaines, n'auront pas de masque, qui est une vraie question. Et sur la question du 11 mai, notamment sur la réouverture des écoles, moi, je me suis quand même interrogé sur une question. Si on a la capacité de pouvoir mettre 30 élèves par classe, pourquoi on n'aurait pas la capacité de pouvoir mettre 30 personnes dans une salle de restaurant? Parce que je pense beaucoup aux commerces qui souffrent en ce moment. Alors même que les enfants sont asymptomatiques, ça veut dire que les enfants peuvent transmettre le virus. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on peut permettre... Voilà, on peut permettre 30 élèves d'être dans une classe alors qu'on sait qu'il y aura des professeurs, on sait comment ça se passe, et pour ceux qui sont parents avec nous là, je pense notamment à Mathéo, mais on sait comment ça se passe à la cantine, on sait comment ça se passe les enfants dans la cour de récréation qui peuvent se toucher et jouer ensemble. Une fois qu'ils sont touchés, qu'ils ont joué ensemble, ils touchent les professeurs, et le soir en rentrant à la maison, ils touchent les parents. Donc je trouve ça un peu prématuré. Voilà. Et puis sur la date du 11 mai, le président a effectivement dit que le 11 mai serait la fin du confinement. Malheureusement, ou un peu comme d'habitude, vous savez, c'est le fameux en même temps. Le lendemain, on a eu quelques membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, qui a dit que bon, le 11 mai, c'était une date, un objectif, mais que c'était pas une certitude. Donc, il a quand même déjà commencé un peu à anticiper une possibilité que ce soit pas le 11 mai. Donc, on sait pas sur quel pied danser. Et dernier point, j'ai écouté aussi notre ministre de la Culture, Franck Riester, qui a dit qu'il pouvait avoir peut-être cet été des réouvertures de festivals pour les plus petits. Donc voilà, c'est encore cette question-là de pourquoi ouvrir les petits festivals alors qu'on va fermer les bars, les restaurants et les hôtels disait le président septembre. Donc, alors justement, ce que vous venez de dire me fait penser à un point très important. Lors du Conseil des ministres, le Premier ministre, justement, Édouard Philippe, a précisé que nous devions nous attendre à un déficit quand même de près de 9% du PIB. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on dit 9%, on peut quand même peut-être probablement s'attendre à plus quand effectivement on entend les restaurateurs, quand on entend eh bien tous les professionnels, en tout cas du secteur tertiaire, bien évidemment, parce que c'est quand même une très très grosse activité. Donc, je tenais à le souligner. Effectivement, on va pas se mentir, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de PME qui aujourd'hui, malgré le confinement, recommencent leur activité professionnelle. Et d'ailleurs, bien sûr, de leur côté, ils ne peuvent pas reprendre une activité professionnelle sans respecter les gestes barrières, et donc ils se fournissent de masques en tout cas via des filières privées. Donc là, on est toujours dans cette interrogation de se dire
pourquoi le personnel soignant, pourquoi le secteur privé n'est pas, en tout cas, prémuni de toutes ces choses qui sont nécessaires, à savoir ces protections. Donc justement, je voulais vous faire réagir par rapport au Conseil des ministres. Il en est ressorti un certain nombre de mesures, donc un plan d'aide de 110 milliards d'euros. Il a été donc précisé qu'il y aurait donc des primes, à savoir 500 euros pour le personnel soignant, soit 1500 euros pour les personnes qui sont, en tout cas, dans les départements les plus touchés. Qu'est-ce que cela vous inspire, Mathéo? Bah, sans doute, cette crise nécessite des réponses très, 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 très grandes du point de vue économique, dans le sens que on doit mettre tous les chances de notre côté pour redémarrer, pour soutenir les activités. Parce que je ne sais pas, je suis pas un économiste, mais jusqu'au 16 mars. Lui, il l'est. Je dis pardon, le président de la République, il l'est. Donc. Oui, disons que jusqu'au 16 mars, oui, il y avait des problèmes naturellement dans l'économie française et d'autres pays, mais je veux dire, il y avait tout un tas d'activités qui fonctionnaient, qui ont été fermées artificiellement, disons. Donc, il faut permettre à ces activités, notamment les PME et les TPE, de redémarrer avec les moindres dégâts possibles. C'est un peu comme quand il y a une catastrophe naturelle et on voit le lendemain les boutiques d'un village qui ont été sinistrées par une inondation, par exemple. C'est un peu la même chose dans le sens que là, par contre, on a des structures qui sont prêtes à rouvrir et à fonctionner immédiatement. Il faut les soutenir. C'est pour ça que peut-être il fallait penser à une façon différente, mais encore une fois, c'est difficile sans doute. Pour redémarrer, par exemple, justement, insister sur l'enseignement à distance, au moins pour certaines classes des écoles, pour certaines tranches d'âge, pour permettre aux profs de continuer à faire leur travail en direct aussi pendant le confinement. Parce qu'effectivement, il y a d'autres pays qui ont fait le choix d'arriver à la rentrée pour rouvrir les écoles. Et puis, on ne comprend pas pourquoi, depuis le discours du président de la République, il y a des nouvelles positions sur la contagiosité des enfants. Apparemment, après le discours du président de la République, on a appris qu'ils ne sont pas si contagieux et des vecteurs si bons pour ce coronavirus comme on le pensait avant. Alors, oui, sans doute, je ne suis pas un médecin pour le dire, mais c'est un peu c'est intéressant de voir que cette information est sortie après le discours du président de la République. Concernant les mesures que je viens d'exposer, Juan José, il y a aussi une revalorisation de 50% des heures supplémentaires. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut suffire à pallier, en fin de compte, les défaillances du système de santé que nous rencontrons en tout cas aujourd'hui et que le gouvernement en tout cas doit gérer, sachant que paradoxalement, ils ne sont pas capables d'apporter la situation, en tout cas la solution à la situation concernant les masques et puis en tout cas les blouses. Donc, on va pas essayer de tout mélanger, mais est-ce que ça suffit? Écoutez, il y a deux choses. La première chose, le fait qu'on ait approuvé donc une prime pour le personnel soignant, d'un côté des 1500 euros pour ceux qui sont en première ligne, d'un autre côté la 50% en plus des heures supplémentaires, c'est une bonne mesure, c'est une mesure nécessaire et obligatoire vu ce qu'on est en train de demander justement au personnel soignant. J'aimerais que le gouvernement soit aussi rapide à forcer les entreprises privées à augmenter la prime des caissières, des messieurs et des dames qui sont dans les magasins en train de préparer la logistique dans les grands centres commerciaux justement pour l'alimentation, etc. D'un autre côté, donc, c'est nécessaire. D'un autre côté, c'est de la communication gouvernementale. Parce que là, quand on entend un plan, vous l'avez dit, des 110 milliards d'euros, en fait,
45 milliards d'euros ont été approuvés dans le Conseil des ministres du 22 mars. Donc, en fait, on a tout simplement rajouté 65 milliards à un plan qui existait déjà. Donc, on arrive à 110 milliards. Ce n'est pas 110 milliards qui apparaissent comme ça, ce n'est que 65. Très important, 65 milliards. Oui. Voilà, sur ces 65 milliards, 20 milliards sont destinés à sauvegarder les entreprises stratégiques de la France. Exactement. À peu près une vingtaine d'entreprises. Donc, si vous divisez, donc, il y a 20 entreprises, parmi elles Air France, qui vont certainement toucher entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'aide de l'État. Donc, en fait, il reste beaucoup moins. Par contre, je trouve qu'il est intéressant d'un autre côté, même si il va falloir rembourser, et Matteo a fait référence aux PME et TPE, c'est-à-dire on a rajouté 500 millions d'euros donc au Fonds de solidarité des entreprises pour permettre la réactivation économique des entreprises, mais c'est un argent qui est avancé, ce n'est pas du tout un cadeau parce qu'il va falloir rembourser. Donc, c'est bien qu'on prenne des mesures, mais attention, quand on regarde de près les mesures qui ont été prises par le Conseil des ministres, une grosse partie essentielle, c'est pour les grosses entreprises stratégiques de la France, pas pour vous et pas pour moi et pas pour la caissière qui est dans les supermarchés. De la même façon, les 500 millions destinés aux TPE et aux PME, il va falloir les rembourser. Alors justement, ce que vous venez de dire, bon, j'allais en parler, mais vous m'avez devancé, donc c'est parfait. Moi, je voulais avoir votre avis, Stéphane Tiki, par rapport aux mesures qui concernent eh bien les foyers les plus défavorisés. Donc normalement, ce sont des mesures qui devraient être mises en application à partir du 15 mai. Donc les foyers les plus défavorisés toucheront une allocation de 150 euros. Les bénéficiaires du RSA, 100 euros en plus par enfant en plus. Et puis, les bénéficiaires de l'ASS, donc l'allocation solidarité spécifique, et l'AAH, donc l'allocation adulte handicap. Et aussi, les bénéficiaires de l'APL bénéficieront de 100 euros. Considérez-vous que ce sont des mesures suffisantes ou, au contraire, ce sont des petites mesurettes, histoire de donner quelques petites miettes, histoire de faire patienter les Français les plus démunis dans cette crise-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, chaque mesure qui va dans le sens d'augmenter le pouvoir d'achat ou d'aider, comme disait tout à l'heure Matteo, les entreprises, est une mesure qui est positive, parce qu'à partir du moment où ça peut permettre à des gens de pouvoir consommer plus, de pouvoir vivre mieux, c'est déjà positif. Après, évidemment, il faut aller plus loin. Moi, j'espère aussi qu'il y aura des revalorisations pour tous les métiers, de tous les gens d'ailleurs, ceux grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, hein. C'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les personnels soignants, la police, mais aussi tous ceux qui sont les éboueurs, les caissiers et les caissières, qui sont les métiers en général pas assez pris en compte, ou j'allais même dire peut-être méprisés. Les professions libérales, oui. On se rend compte que c'est quand même grâce à eux qu'on tient aujourd'hui. Donc, pour moi, oui, il faut aider ceux qui sont les plus en difficulté. Il faut aider effectivement les petites et moyennes entreprises et les TPE. Et il faudra aussi revaloriser tous ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre au quotidien. Donc, c'est vrai que la période est compliquée puisque après cette crise sanitaire, économiquement, de toute façon, on va atteindre le déficit abyssal, on va atteindre une dette abyssale, mais il va falloir, oui, relancer l'économie et relancer le pouvoir d'achat des Français, puisque beaucoup souffrent. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Il y a aussi ceux qui se font licencier en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font licencier parce que les entreprises n'ont plus les moyens de les payer. Donc, il faudra aussi donner un coup de pouce tant à ceux qui ont été licenciés pour qu'ils puissent retrouver du travail rapidement et de nouveau être actifs dans la vie économique, et aussi donner de l'énergie et un souffle aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Non, moi, je suis par exemple pour une réduction, une simplification du coût du travail, une libéralisation économique. Voilà, il faut pouvoir donner aux gens la liberté de pouvoir créer, la liberté de pouvoir entreprendre. C'est vrai que en France, quand on veut créer quelque chose, on met tellement de temps avec l'administration que finalement, on n'a plus la force de créer quoi que ce soit. En tout cas, ces mesures-là, on rappelle qu'elles seront exemptes de toute déduction fiscale. Alors, dernier petit tour de table parce que nous arrivons en tout cas au terme de notre émission concernant la date que Emmanuel Macron a annoncée, le 11 mai. Par rapport aux autres pays en Europe, on voit qu'en Italie, le déconfinement est annoncé pour le 1er septembre, que le Royaume-Uni, pareil, pour la même date. L'Allemagne, ce sera en tout cas dans quelques jours. En tout cas, j'ai fait juste un petit tour d'horizon. Je voulais avoir votre avis, Matteo. Pensez-vous que c'est faisable? Et si vous avez autre chose à rajouter, je vous en prie.
Alors, à vrai dire, en Italie, on commence le déconfinement le 4 mai. Il y a D'accord? des régions, en Ah oui, septembre, pour ça les sera pour écoles. les écoles. Pardon, Oui, pardon. oui. Excusez-moi, c'est pour l'école, les écoles. Non, non. Et pour les activités en général, on voit que quelque chose commence déjà à bouger. Il y a des régions, notamment les régions du Nord, qui sont celles où se concentre l'activité économique italienne, grosso modo, Mhm. qui souhaitent commencer, reprendre par exemple l'activité des chantiers, Oui, tout en respectant les mesures de sécurité. Ce qui est en train euh, de, de de penser, en tout cas en Italie, c'est qu'on doit être préparé à une deuxième vague. Et oui, un thème qui fait souvent débattre en ce moment, c'est le thème du soi-disant stop and go. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer qu'on aura des moments encore de confinement partiel ou oui, total oui. pour recalmer, entre guillemets, le virus jusqu'à quand il n'y aura pas assez de personnes immunisées, à condition que les personnes qui ont déjà été malades développent des anticorps, on ne le sait pas encore. Et donc, on pourrait aller vers une période où on aura une reprise globale, mais éventuellement arrêtée ou partiellement arrêtée. Par exemple, en ce qui concerne le tourisme, je lisais dans la presse italienne qu'on commence à dire que cet été, ça sera difficile de se déplacer même à l'intérieur de l'Italie. Depuis l'étranger, ça sera pratiquement impossible. Donc, Oui, il effectivement. faudra voir si les Italiens, par exemple, pourront se rendre dans les lieux de vacances de leur pays ou bien s'ils seront obligés de rester confinés dans leur région. Ça pourrait être aussi le cas en France, un peu de la même manière. Et figurez-vous qu'en Espagne, d'ailleurs, je demande confirmation Eh bien, Juan, il y a aussi, comme en Italie, des idées pour espacer les personnes dans les plages. d'accord. Peut-être aussi de faire des chemins, etc., pour permettre à des activités des PME qui sont les plagistes de pouvoir de toute façon Essentiel. recommencer à travailler. Exactement. Juan José Dorado, brièvement, parce que là, vraiment, on arrive vraiment au terme. Votre Bien avis par sûr. rapport à cette date qui a été annoncée, en tout cas, et par rapport à l'Espagne? Alors, rapidement, la date du 11 mai, c'est bien qu'on ait donné une date pour le début du déconfinement, sachant qu'en même temps, le président a annoncé qu'un certain nombre d'activités vont rester fermées jusqu'au moins la mi-juillet, ce qui est logique parce que je pense que le Exactement. président souhaite avant tout que le 14 juillet soit quand même la fin définitive du déconfinement. Alors, côté espagnol, aujourd'hui, c'est jusqu'au 26 avril, mais la semaine prochaine, le président du gouvernement va demander la prolongation du confinement qui ira certainement jusqu'au 11-12 mai pour un déconfinement un peu à la française. Et je reviens aux déclarations de Progressif. Matteo, tout à fait. En Espagne, c'est pareil. Il va y avoir un déconfinement maintenant qui va rester au niveau du pays parce qu'il y a un accord qui est en train d'être négocié entre l'Espagne, la France et l'Italie, notamment parce qu'on ne peut pas ouvrir la frontière et fermer la frontière espagnole si on ne laisse pas entrer du monde, ça n'a pas de sens. Donc, a priori, on va interdire le déplacement des étrangers en France, en Espagne ou en Italie pour que ça soit du tourisme national. Et effectivement, il y a cette mesure qui est symptomatique, hein, c'est-à-dire même à la plage, de laisser une certaine distance entre les personnes, sachant que même les hôtels en Espagne, on parle qu'ils n'auraient le droit que d'occuper 20% de leur capacité, justement pour permettre la réactivation économique, mais pas du tout pour permettre la promiscuité qui est Exactement. logique en été. Stéphane Tiki, quelques petites minutes, même pas quelques secondes. Croyez-vous, en tout cas, à cette date du 11 mai en France? Ce qu'il faut se dire, Croyez-vous? Soyez effectifs. moi je pense que de toute façon la date, elle peut évoluer, mais ça dépendra aussi de comment on respecte le confinement et comment au niveau des cas de ceux qui sont malades et ceux qui s'en sortent, on s'en sort au niveau des médecins. Je pense que c'est ça qui va être tellement décisif, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale après le confinement? Et moi, j'y crois pas. Un, je pense que ce sera un déconfinement progressif. Après, à déterminer, c'est progressif par âge ou par région. Et deux, je pense surtout que même s'il faut être déconfiné parce qu'il faut que l'économie reprenne pour sauver le pays, parce que c'est vrai que le niveau qu'on a atteint là, en termes de déficit de dette,
est vraiment abyssal. Mais dans tous les cas, il faudra que les gens comprennent que même si la vie a repris son cours, on ne peut pas rester proches les uns des autres. Il faudra quand même continuer à respecter les gestes barrières pour justement empêcher au virus de revenir. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci Stéphane. On rappelle aujourd'hui quand même que le bilan des décès en France a atteint les 17 920 décès. Voilà. Je voulais le préciser tout à l'heure, mais c'était important de le souligner par rapport à ce que vous disiez aujourd'hui. Donc, on est encore en plein dedans. On a encore eh bien plusieurs semaines à tenir. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Duo Politique. Et merci de nous avoir suivis, d'être de plus en plus nombreux. À la semaine prochaine. Au revoir.